Bonsoir et bienvenue sur Moselle TV, nous sommes le jeudi 7 avril, c'est parti pour une demi-heure d'actualité mosellane, voici les titres. Il atteint des sommets, le prix du fioul a quasi doublé en un an, professionnels comme particuliers sont impuissants, reportage dans quelques minutes. Il pourrait bien être à l'affiche dans les cinémas prochainement, mais pour le moment, il fera seulement craquer les fans de super-héros et de chocolat. Nous reviendrons sur cette initiative mosellane pour Pâques, Captain Ukraine, un lapin à déguster pour aider. Comment favoriser chez les jeunes l'esprit de compétition et l'émulation individuelle et collective? Réponse à Voipy où des Olympiades ont été organisées ce jeudi, une initiative de l'AFPA, convivialité assurée. La météo des épisodes pluvieux sont encore à prévoir demain. Localement, des risques d'inondation existent. Côté thermomètre, il fera doux entre 3 et 6 degrés. Et puis l'invité du jour est Brigitte Schneider, vice-présidente du département déléguée à l'insertion, à l'emploi et à la formation. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez également été récemment nommée déléguée de la politique d'accueil des déplacés ukrainiens. Nous évoquerons ensemble les actions du département de la Moselle à ce sujet. Mais tout de suite, l'actualité. Comme l'essence, il atteint des sommets. Le prix du fioul a doublé entre le mois d'avril 2021 et aujourd'hui. Les professionnels de la distribution voient rouge, tout comme les particuliers impuissants. Ils ne peuvent que constater l'explosion de leurs factures. Exemple en Moselle Sud avec Ghislain Schumacher. Louis part pour une nouvelle livraison. Il a rendez-vous chez Jean-Michel qui a souhaité faire l'appoint de fioul en attendant les beaux jours. Mais au vu des prix actuels, il ne remplit qu'un quart de sa cuve. Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai pris que 500 litres. C'est pas dans mes habitudes. D'habitude, je prenais ou 1000 ou 1500. J'ai quand même une cuve de 2000. Les 500 litres là, j'ai fait un bref calcul. Par rapport à la dernière livraison que j'avais eue fin décembre, 500 litres là me font une plus-value de 225 €. Et pour cause, le prix du litre était à près de 97 centimes au mois de décembre, contre 1,40 € aujourd'hui. Cette forte augmentation s'est déclenchée dès le début de la guerre. Le litre de fioul a même coûté jusqu'à près de 2 € au début du mois de mars. Un dérèglement du marché qui a provoqué une vague de commandes. La première quinzaine de mars, ça a explosé. Les gens ont un peu psychoté avec le conflit en Ukraine. Ils se sont dépêchés de commander et d'avoir leur litre de fioul si précieux. Même si les prix sont à la baisse actuellement, Louis et les 4 chauffeurs de ce distributeur ont des journées beaucoup moins remplies. L'État a promis une réduction de 18 centimes sur les carburants. On a même eu des clients qui ont annulé leurs commandes pour attendre le 1er avril. Et du coup, à notre surprise, donc, ça ne varie pas sur le fioul, mais que sur le gasoil, les essences et le gasoil non routier. Pour continuer à tirer des clients malgré tout, les entreprises du secteur sont obligées de se serrer la ceinture. Chez ce revendeur par exemple, pour 1000 litres vendus, ce dernier ne réalise que 20 € de bénéfice. Ce n'est pas le nouveau super-héros des films Marvel et pourtant il aurait toute sa place. Captain Ukraine débarque en Moselle. C'est un lapin en chocolat et en pâte d'amande confectionné par le pâtissier messin Philippe Masse et son équipe. Ensemble, ils ont tenu, grâce à leur savoir-faire, venir en aide au peuple ukrainien. Une initiative solidaire à 2 semaines de Pâques que nous présente Emma Facchetti. Des yeux masqués, un bouclier étoilé aux couleurs du drapeau ukrainien dans la main. Voici le Captain Ukraine, un super lapin chocolaté. Conçu dans l'atelier de la pâtisserie La Polonaise by Mass, cette création unique a été imaginée il y a à peine 2 mois. Je pensais faire une vitrine dédiée à l'Ukraine pour marquer mon soutien au peuple ukrainien. Mais je ne savais pas exactement sous quelle forme. Et puis, en moulant le lapin, l'idée m'est venue de le transformer en sorte de super-héros. De fil en aiguille, des gens m'ont dit, mais mets-le aux enchères, propose à une association de reverser les dons, etc. J'ai trouvé l'idée super. Maintenant, je suis en attente des réponses de la mairie de Metz pour savoir comment on va organiser les enchères, sous quelle forme, etc. Pour confectionner ce super lapin, les chocolatiers ont façonné l'animal pendant plus de 4 heures. Première étape, dessiner ses contours à l'aide d'un moule. Mais une couche assez fine de chocolat au fond, histoire de bien faire les détails, etc. Une fois que ça c'est fait, on le passe en fait à l'intérieur comme ceci. Et après, on enlève le surplus. Puis, les coques ont été placées dans une cellule de refroidissement le temps que le chocolat se fige. Les 2 parties moulées ont été soudées ensemble. L'animal a ensuite enfilé son plus beau costume en pâte d'amande. Un travail minutieux pour ces chocolatiers qui n'ont pas l'habitude d'exécuter une pièce au-dessus de 40 cm.
loin des traditionnelles créations de Pâques qui mesurent une vingtaine de centimètres. La difficulté, c'est de faire le tout, assembler les pièces sans le casser, faire le moulage de sorte à ce que le chocolat soit bien homogène partout, pas qu'il y ait une partie qui est figée avant l'autre. Et sur des grandes pièces comme ça peut être assez compliqué si on travaille pas assez vite, quoi. Ce chef-d'œuvre gourmand sera mis aux enchères d'ici quelques jours. L'intégralité de la vente sera reversée à l'association Échange Lorraine-Ukraine. Côté santé, aujourd'hui marque l'ouverture de la deuxième dose de rappel du vaccin aux 60 ans et plus. Cette dose était réservée jusqu'ici seulement aux 80 ans et plus. Environ 500 000 Français sont concernés, a précisé ce jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran. En marge de la manifestation organisée à Paris ce 7 avril pour la Journée mondiale de la santé, quelques soignants se sont réunis à Metz sur le parvis du centre Pompidou. Un rassemblement pour crier une nouvelle fois leur détresse. À 3 jours du premier tour de la présidentielle, ils espèrent sauver l'hôpital public avant d'arriver à un point de non-retour. Au-delà de leurs conditions de travail dégradées, les professionnels du médico-social craignent la mise à mort de notre système global de soins. Les explications de Fanny Bragard. Avec leur blouse tachée de sang, ils tiennent l'hôpital à bout de bras, mais n'en peuvent plus de lutter seuls. Vous voyez, aujourd'hui, on a des difficultés avec la météo, mais pour nous, ces difficultés-là, c'est le quotidien dans nos services, quoi. On espérait que l'hôpital devienne un sujet principal dans la campagne présidentielle. Or, pas du tout. On a très peu parlé d'hôpital et on a une grosse crainte de repartir pour 5 années de mise à mort de l'hôpital public. Préoccupation numéro 1 des Français depuis le Covid, la santé n'arrive qu'en 12e position dans le temps de parole des candidats à l'élection présidentielle. Pour les soignants, la pilule ne passe pas. Impossible pour eux de rester silencieux face à la lente agonie de l'hôpital public. Alors là, la santé, c'est besoin. Ah bah c'est important. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Pendant la crise du Covid, il y a eu des lits qui ont été supprimés, hein, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Et en plus, au niveau de tout le personnel, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, il y a une hémorragie parce que le travail, il est absolument trop intolérable en termes d'intensité et parce qu'effectivement, ces salariés-là sont maltraités et sont mal payés. Conscients que le système de santé menace d'imploser, malgré l'épuisement et les rancœurs, les professionnels du médico-social espèrent que leurs revendications seront enfin entendues. Une meilleure reconnaissance, un meilleur salaire et qu'on arrête de nous prendre pour des pions. Enfin, nos hôpitaux sont dirigés par des technocrates, hein, je suis désolée. On est géré comme une entreprise et plus dans le soin, plus auprès du patient. Dénonçant le cercle vicieux de la tarification à l'acte, le personnel hospitalier implore des moyens humains, matériels et financiers. Et les 183 € d'augmentation débloqués par le Ségur de la Santé n'y changeront rien. L'hôpital public est en état d'urgence absolue. Dans l'actualité d'aujourd'hui également, les jeunes de l'AFPA Grand Est se sont retrouvés au stade Saint-Éloi de Voipy pour participer à des Olympiades. Au programme des ateliers endurance et d'adresse, bref, du sport, esprit d'équipe et coopération obligatoire. Reportage d'Anne-Sophie Grosse. Malgré la pluie et le vent, les 120 jeunes de l'AFPA Grand Est n'hésitent pas à retrousser leurs manches. Au programme de la journée, des ateliers sportifs et ludiques pour encourager l'esprit de compétition, mais aussi favoriser le contact. Car ces jeunes, âgés de 16 à 18 ans, ont un point commun. Ils sont tous en réinsertion sociale et professionnelle. Alors, passer du temps ensemble réchauffe les cœurs. Bah ouais, ça permet de ne pas se sentir vraiment seul. Parce que quand on est de l'AFPA, ça veut dire qu'on a un décrochage scolaire, enfin une rupture. Je crois que j'étais un peu le seul, mais en fin de compte, non, on est plein quoi. Enfin, la preuve. Ça apporte aussi un peu tout ce qui est esprit d'équipe, et puis quand on connaît pas aussi, vu qu'on se mélange un peu, bah du coup ça fait du bien. Nous on est vraiment bien dans le groupe, on intègre tout le monde, on rigole bien, et puis quand on travaille quoi. Au-delà des moments de convivialité, le but de cette journée est évidemment de sortir de sa zone de confort et d'emmener son équipe vers la victoire. Endurance, adresse, coopération, les ateliers ont été pensés pour encourager l'esprit d'équipe et le dépassement de soi. Surtout, ce que ça va leur apprendre, c'est un peu d'ouverture. L'ouverture aux autres, l'ouverture sur les autres équipes, les autres jeunes qui viennent des autres centres. On a travaillé aussi la mobilité, hein, ça leur permet d'aller voir d'autres régions, une autre région, ne serait-ce qu'avec le transport pour venir ici. Et puis, je pense que ça va leur servir pour, au niveau de leur parcours, pour qu'ils puissent ancrer vraiment certaines valeurs, certaines qualités
par ce sport, par cette rencontre. À l'issue de cette compétition conviviale et sportive, les jeunes ont été récompensés pour leurs efforts, qu'ils soient sur le podium ou non, grâce à des prix comme celui du fair play ou des lots de consolation pour les moins bonnes performances. Et on ouvre une page politique. Si vous êtes absent le 10 et le 24 avril prochain, une personne de votre choix peut encore voter pour vous, à condition bien sûr de faire les démarches nécessaires. Pour les retardataires ou les imprévus de dernière minute, sachez qu'il n'est pas trop tard donc pour faire une procuration. Il n'y a pas de date limite. La seule règle est qu'elle soit validée le jour du scrutin. Donc il est conseillé de s'y prendre un peu à l'avance. Comme chaque soir, depuis maintenant plus d'une semaine, la rédaction vous propose une mini-série sur les projets et ambitions de chaque candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, Didier Georget, soutien Mosellan de Nathalie Arthaud, a répondu aux questions de nos journalistes. Reportage. Pour moi qui travaille dans l'industrie automobile, c'est une évidence. Quand on est ouvrier, on vote ouvrier. Donc défendre les camps des travailleurs, c'est une urgence dans la situation qui se dégrade, parce qu'il y a une urgence à s'opposer à cette société qui tourne, qui marche complètement sur la tête. La société va droit dans le mur. Voilà, on le voit à tous les niveaux. La misère et les inégalités s'aggravent. Les désastres climatiques s'intensifient, on voit la guerre aux portes de l'Europe, les tensions internationales. C'est une société, encore une fois, qui marche sur la tête. Pourtant l'humanité n'a jamais eu autant de moyens techniques et scientifiques pour dominer, pour maîtriser son évolution, pour planifier l'économie collectivement dans l'intérêt de tous. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, oui, il faut une augmentation générale des salaires, des pensions et des retraites, avec un salaire minimum de 2 000 €. Et avec ça aussi, l'indexation des salaires, l'augmentation automatique des salaires pour qu'ils suivent la hausse des prix. Il faudra aussi imposer 0 chômeur, grâce à la répartition du travail entre tous, sans baisse de salaire. Voilà. Pour résumer, travailler moins pour travailler tous. Alors tout ça, ça demande des moyens et on sait qu'ils existent. Et pour ça, il faudra que le monde du travail impose un contrôle sur les comptes des entreprises, des capitalistes et des politiciens à leur service. L'idée, c'est que ceux qui font tourner la société doivent décider de ses choix et de ses priorités. Et c'est l'heure désormais de notre rubrique culture. Et comme chaque jeudi, c'est une habitude maintenant, Alicia Iblou nous fait voyager à travers sa rubrique culture. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous faire prendre un bain de soleil. On en a bien besoin d'ailleurs, direction la plage. Exactement, et pas n'importe quelle plage. Des plages qui vont courir de Brighton à Saint-Yves en Angleterre. Des plages sur lesquelles le photographe parisien Grégory Bouchasson a fait escale en 2009 avec un objectif, une idée en tête, photographier les familles d'Anglais, les British. Pour cela, il n'a pas hésité à aller à leur rencontre, comme il l'a pu me l'expliquer à l'occasion du vernissage de son exposition à la galerie Sainte-Croix-des-Arts à Metz. Écoutez. On leur demande à chaque fois l'autorisation pour faire un portrait, parce que moi je faisais ça donc avec un format 6:6, ce sont des images carrées. Donc j'ai pas une prise, j'ai pas un recul, donc je suis assez proche des gens pour pouvoir faire les photos. C'est fait avec un relais flex. Et donc je demandais aux gens l'autorisation, et des fois, comme ce monsieur, il m'invitait à partager un moment. Des fois ça pouvait être même un repas, jusqu'à un repas. Et donc je passais en gros en moyenne des fois 10 minutes ou parfois 1 heure à discuter avec eux. Et donc c'était sympathique, en plus de la photographie, c'était de partager un moment avec eux. Moi je suis vraiment un passionné de photographie, j'adore ça, je fais du photoclub depuis l'âge de 15 ans. Et en fait j'aime autant la prise de vue que le tirage. Je passe des nuits entières à faire ces tirages. C'est du papier barité, donc ça prend du temps. Un tirage, c'est très long à faire, mine de rien, parce que, par exemple, pour sortir, par exemple, le petit argenté de la boucle d'oreille qui est là, il faut travailler la texture du papier, les filtres. Pour avoir, par exemple, toutes les petites rainures de cette robe, il faut jouer à la prise de vue, cacher. Il y a des photographes qui n'aimaient pas du tout tirer, comme par exemple Henri Cartier-Bresson, qui n'aimait pas du tout le tirage. Lui, il se concentrait sur la prise de vue. Et il y a des photographes qui aiment autant le tirage que la prise de vue. Et moi, j'aime autant le tirage que la prise de vue. Voilà.
Et ces portraits sont absolument magnifiques, sens du cadrage, de la lumière, des attitudes. Ça rappelle un peu un grand photographe britannique qui s'appelle Martin Parr. Cette exposition, elle se dévoile à la Galerie Sainte-Croix des Arts à Metz. Car si les Parisiens s'accompagnent à Grégory Bouchasson, eh bien, vit à Metz, qui explique aussi bien qu'il soit de passage parmi nous, et ça fait plaisir. Et on poursuit cette chronique Alicia en prenant des nouvelles de la Cité musicale Metz. Qui regroupe, vous le savez, la BAM, les Trinitaires, l'Arsenal et l'Orchestre national de Metz, qui aujourd'hui s'appelle Orchestre national de Metz Grand Est. Tout cela est bien parce qu'un travail important de diffusion et d'éducation artistique et culturelle est mené sur l'ensemble du territoire. Le nom lui va donc comme un gant et va permettre à l'orchestre de faire rayonner l'identité de la région à l'international. Et puisque nous parlons de l'orchestre, il compte désormais un nouveau super soliste. Il s'agit de Nicolas Alvarez. Il a 34 ans. Il a commencé le violon alors qu'il avait 4 ans seulement. Depuis, il a décroché son master de violon. C'était au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il a ensuite joué à l'Orchestre de l'Opéra national de Paris, à l'Orchestre philharmonique de Radio France ou encore à l'Orchestre de chambre de Paris. Et je vous propose de l'écouter quand même pour se faire une idée un petit peu. Voilà, quel talent, Nicolas Alvarez, qui a joué dans les plus prestigieuses salles du monde entier et qui a donc remporté cette année le concours de super soliste à l'Orchestre national de Metz Grand Est. On est ravis, il a occupé et pris ses fonctions surtout le 15 mars dernier. Bienvenue, Nicolas. Poursuivons en musique, mais dans un autre registre cette fois, avec Lada Niva qui sera sur la scène du Gueulard Plus de Nilvange samedi. Un duo haut en couleur qui s'est formé en 2019. Il est composé d'une chanteuse arménienne, Jacqueline Bagdasarayan, et d'un musicien multi-instrumentiste français, Louis Thomas. Deux artistes qui aiment tout aussi bien se jouer de la musique traditionnelle des Balkans que du jazz, que du reggae. On prend tout cela, on mélange, on secoue, ça me donne quelque chose d'absolument délicieux. Ça fait mouche, ça cartonne, on écoute. Voilà, 21 millions de vues sur YouTube pour ce titre. Quand je vous dis que ça cartonne, c'est vrai, ça cartonne. Vous allez pouvoir apprécier ce groupe. Ça sera le 9 avril à 20h30 au Gueulard Plus de Nilvange. Merci Alicia, on vous retrouve la semaine prochaine dans la boîte à malice avec au programme un entretien avec Monsieur Vinyle qui sera un tout nouvel ouvrage qui s'appelle Phase B. Et je vous ferai également découvrir un très beau premier album de l'artiste messin Lueur Trouble. En attendant, on peut retrouver votre dernière boîte à malice avec Cascadeur sur notre site internet moselle.tv. Vous l'avez pu suivre hier sur notre antenne, Metz Handball s'est brillamment imposé aux arènes 40-29 face à Fleury, la lanterne rouge. Les Dragons restent ainsi invaincus en championnat. 20 victoires pour autant de matchs disputés, une vraie prouesse. Tamara Horacek et Orlan Canor ont fortement contribué au succès de leur équipe, 15 buts à L2. Je vous propose d'écouter les réactions d'après-match de la sœur d'Orlan, justement, Laura Canor, et de Sarah Bouktit, le tout au micro d'Arnaud Demerlet. Très contente de jouer contre cette équipe parce que j'ai joué avec plus de la moitié et la moitié sont mes amis maintenant. Donc c'était une belle expérience, j'ai beaucoup aimé. C'est pas les mêmes matchs, Ligue des Champions, championnat, mais on se doit d'être sérieuse partout, on a des ambitions partout, donc on doit se donner à fond tout le temps. C'est ça qui fait la force de Metz Handball, c'est que n'importe quelle équipe, on va toujours se donner à fond. Et je pense que là, on a essayé de faire le max pour essayer de faire un match un peu contre Dortmund, essayer d'être assez sérieuse et voilà quoi. Et pour tout savoir de l'actualité de Metz Handball, retrouvez Dragon Mag demain à 19h avec comme invité exceptionnel l'entraîneur Emmanuel Mayonade. Tout de suite l'invité. Et ce soir, nous retrouvons Brigitte Schneider. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis un peu perdu dans mes fiches, voilà, je les ai retrouvées. Délégué à l'insertion à l'emploi et à la formation du département de la Moselle. Mais avec l'actualité et cette guerre qui dure toujours à l'est de l'Europe, vous avez été nommé référent de la politique d'accueil déplacés ukrainiens. Cette fonction est donc toute nouvelle. Pourquoi elle a été créée ? Voilà, oui, effectivement, dès le 7 mars, le président Vaïtan a annoncé et affirmé la solidarité du département envers le peuple ukrainien. Et il m'a demandé si j'acceptais cette délégation d'élus référentes sur l'aide en Ukraine, sur le département de la Moselle, parce qu'il voulait un élu, ou une élue en l'occurrence, c'est une élue, qui puisse coordonner toutes les actions sur le département de la Moselle et aider à l'accueil des réfugiés, des déplacés ukrainiens.
Et donc concrètement, quel est votre rôle? Quelles sont les actions que vous faites? Voilà, donc tout d'abord, dès le 14 mars, en commission départementale, nous avons voté une subvention de 100 000 € pour la Croix-Rouge. Ensuite, nous participons, donc je travaille en collaboration avec ma collègue vice-présidente du département déléguée à l'hébergement. Elisabeth Hague, exactement. Nous participons à toutes les réunions en collaboration avec la préfecture de la Moselle. Nous avons nommé 5 référentes sur les 5 territoires mosellans, donc 5 référentes départementales, donc sur le département, sur le territoire Metz-Orne, sur le territoire Thionville, territoire Saint-Avold-Forbach, Sarreguemines Beach et puis Sarrebourg, Château-Salins. Voilà, donc ce sont 5 référentes du département qui peuvent sur ces territoires aider les élus, aider les maires, aider les CCAS et tous les bénévoles sur les aides possibles du département. Et bien sûr, travailler avec les travailleurs sociaux du département sur tous les accompagnements sociaux qu'on peut offrir aux Ukrainiens aujourd'hui. On va y revenir, et pour parler globalement de la situation des Ukrainiens en Moselle, vous avez une idée de combien d'Ukrainiens sont dans le département aujourd'hui? Oui, alors j'ai le chiffre d'il y a 2 jours, on pense arriver à environ 2000 Ukrainiens en Moselle. Donc 100 000 sont annoncés en France, il doit y en avoir 40 000 aujourd'hui en France, dont environ 2000, on pense, en Moselle. À ce jour, en préfecture, donc c'était le chiffre d'avant-hier, 1028 étaient recensés à la préfecture de Metz. Tous les Ukrainiens doivent se faire enregistrer à la préfecture pour être recensés et puis avoir cette APS, cette autorisation provisoire de séjour qui donne, si je le dis tout de suite, voilà, l'APS donne droit donc à une aide de demandeurs d'asile, à l'ADA, permet d'avoir des droits de travail. Et d'ailleurs, les employeurs n'ont pas besoin de faire de démarches particulières pour pouvoir embaucher une personne ukrainienne, donne l'accès aux soins et aux aides au logement. Vous parlez du logement, justement. Dans un premier temps, Patrick Veyton a demandé de débloquer 300 logements répartis sur tout le territoire de la Moselle. L'objectif, c'est aussi de ne pas concentrer les Ukrainiens à un seul endroit. Voilà, c'est ça. Donc, on a demandé à notre bailleur du département, Mosellis, de recenser tous les appartements aujourd'hui, tous les logements sociaux vides. Donc, on en a à peu près 300. Et évidemment, essayer de les dispatcher sur les différents territoires de Moselle pour ne pas former de quartiers spéciaux à l'Ukraine. Voilà, donc aujourd'hui, ce sont 300 logements débloqués par Mosellis. Il y a assez de logements pour tout le monde ? Pour l'instant, oui, parce qu'à côté de ces logements sociaux, il y a aussi de l'hébergement fait par l'État, donc dans des hôtels, ou alors partager des hôtels avec d'autres migrants, ou alors des solutions d'hébergement collectif. Alors j'ai quelques exemples. Par exemple, 34 personnes ont été accueillies au couvent de Saint-Jean-de-Bassel à Sarrebourg. Et puis ce matin, alors le week-end dernier, dimanche, ce sont 28 Ukrainiens qui sont arrivés à Forbach, donc qui ont été logés dans des locaux Emmaüs et dans un chalet. Et une nouvelle toute fraîche de ce jour, ce matin, un bus de 33 personnes est arrivé à Saint-Avold, qui sont logées à l'AFPA. Et ces personnes, ce sont 33 personnes de 2 mois à 84 ans. Donc, comme vous le dites, le nombre de réfugiés finalement ne fait qu'augmenter de jour en jour. Ouais. Existe-t-il une limite en termes de capacité d'accueil ? Je pense que voilà, 2000, on arrivera à les gérer sans aucun problème. Après, on verra bien. Mais en tout cas, il y a une solidarité régionale aussi qui a été demandée par la préfète de région, d'essayer de dispatcher les Ukrainiens dans les différents territoires, dans les différents départements du Grand Est. Merci infiniment, Brigitte Schneider, d'être venue sur notre plateau. Si vous me permettez, je voudrais remercier donc tout d'abord le président Veyton pour m'avoir fait confiance, et puis je voudrais surtout remercier tous les élus du département, les maires et également les CCAS, les associations caritatives, tous les bénévoles, les services du département, de la préfecture, nos travailleurs sociaux
et également toutes les personnes qui aident, qui font des dons. Et vraiment, merci à tous pour cette belle solidarité. Nous devions y faire face. Je vous remercie. Le message est passé. Merci Brigitte Schneider. Nous terminons cette séquence d'information avec l'image du jour. Ce jeudi, une banderole a été déployée pour la libération d'Olivier Dubois, journaliste en otage au Mali depuis le 8 avril 2021. Banderole affichée sur la façade du club de la presse à Metz. Sur ce sujet, justement, ce vendredi à 18h est prévue une marche pour ne pas oublier et soutenir Olivier Dubois et ses proches. C'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du Graouli Mag. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.